Cette semaine a en jeu le tourisme médical. Après la libre circulation des biens et des personnes, la libre circulation des malades. L'année dernière, nous avons traité environ 6 000 Canadiens et cette clientèle grossit de 10 % environ par an. Vous en avez assez de souffrir en attendant d'être opéré? Pourquoi ne pas magasiner des soins de santé privés à rabais dans des hôpitaux de pays du tiers-monde? Allez en Inde vous faire opérer au genou, à la hanche et retrouver une vie normale. Dans son enquête, Enjeu a découvert que des centaines de milliers d'Occidentaux, dont de nombreux Canadiens, ont décidé de se faire soigner dans des hôpitaux super luxueux de pays pauvres comme l'Inde ou la Thaïlande. Mais pour ne pas être en reste, des cliniques privées d'ici ont décidé elles aussi d'offrir des soins aux étrangers. Mais le comble dans cette histoire, c'est que des hôpitaux publics du Québec acceptent d'opérer des gens provenant de l'extérieur, notamment des Américains, qui, grâce à leur dollar, court-circuitent nos listes d'attente. Le 7 décembre 2005, dans une clinique privée de Montréal, cet homme a célébré son anniversaire en s'achetant un nouveau genou. C'est 12 650 $. C'est le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. Il a choisi de payer plutôt que de souffrir. C'est fini, c'est payant. C'est exactement pas payant de passer à ça dans si peu de temps et si peu de douleur. Si vous saviez l'énergie que ça prend pour combattre la douleur, je vous le souhaite pas. Je vous le souhaite pas. Je revenais le soir, je dépassais quasiment pas 8 heures. J'étais vidé complètement. Toute l'énergie que j'avais mis pour combattre ça. Puis pourtant, je prenais des antidouleurs, mais là, à un moment donné, ça a pu... Monsieur Payeur, quand il arrivait chez lui à 8 heures le soir, qui était épuisé, il n'allait pas voir un film, il n'allait pas au théâtre, il allait prendre une bouffe au restaurant, il allait se coucher parce qu'il était épuisé. Et une coche de plus, s'il avait été obligé d'attendre beaucoup plus longtemps, peut-être même qu'il aurait été obligé d'arrêter de travailler parce que la douleur aurait été trop grande. Dans le temps que ça a été... André Payeur, un citoyen du Nouveau-Brunswick, est inspecteur sur des chantiers de construction. Il souffrait depuis 1 an et demi et il n'était pas au bout de ses peines. Dans le public, c'était 6 mois pour une résonance magnétique, 6 mois avant de voir un orthopédiste. Puis là, on me dit, t'as 1 an d'attente, mon garçon. 2 ans d'attente, donc, avec le public. À la clinique privée du docteur Duval, tout s'est fait en 1 mois. Aujourd'hui, comme je me sens aujourd'hui, là, une bénédiction. Je peux pas être plus heureux que ce qui m'arrive. À part que mon compte de banque en a pris une claque, mais j'ai dit j'ai le choix de boiter ou de payer. J'ai décidé de payer. J'ai arrêté de boiter. Le drame de la chirurgie orthopédique, c'est que la majorité des gens, c'est des gens en bonne santé. C'est des gens qui seraient fonctionnels dans notre société s'ils n'avaient pas à subir le harassement continuel de vivre avec une douleur qui peut être corrigée avec une chirurgie orthopédique. J'ai été opéré mercredi, puis je suis sorti de la salle d'opération à 1h15. Puis là, on est vendredi. Puis là, on est vendredi, là. Ah. Puis déjà, vous pouvez mettre votre poids dessus. Là, il y en a qui me soutient. C'est réellement miraculeux. Puis qu'on ne permette pas à des gens d'avoir ça plus rapidement, c'est immoral dans notre société. La douleur est très, très minime. De monter, descendre des escaliers, est-ce que ça vous fait plus mal? Monter, c'est très dur. Bernard Dion a besoin lui aussi d'un nouveau genou gauche. Sauf que son orthopédiste, le docteur Pierre Ranger, travaille dans le système public. C'est une chirurgie qui donne d'excellents résultats. Malheureusement, il y a des délais d'attente. Les délais d'attente, actuellement, il y a un projet qui fait en sorte que les délais ont grandement diminué, mais on est encore environ à 8 à 12 mois là, de délai avant de procéder à la chirurgie. Et ça s'ajoute aux 2 ans et demi de douleur qu'a enduré M. Dion, une douleur que les médicaments n'arrivent plus à camoufler. Il est dentiste, toujours actif. Il aurait les moyens de payer l'intervention au privé. Mais j'ai payé de l'assurance santé tout le temps de ma vie. M'en aller être payé pour être opéré, je ne sais pas. Question de principe, je pense.
Comme la majorité des Québécois et Canadiens, il est attaché au régime public. Mais beaucoup seraient surpris d'en découvrir les dessous. L'hôpital dans lequel nous sommes attachés, moi particulièrement à Sacré-Cœur, j'ai en moyenne une journée de salle d'opération par semaine. Et ceci est pour tous les chirurgiens, pour tous les domaines, en neurologie, en ORL. La majorité des chirurgiens n'ont qu'une journée par semaine. Alors moi, c'est ce qui m'a fait sortir du système, c'est qu'en opérant une journée par semaine, j'étais rendu avec 1 an et demi d'attente pour mes opérations. D'un côté, tu ne peux pas opérer, et puis si tu es perçu comme un bon chirurgien, la seule récompense que tu vas avoir, c'est que ta liste d'attente va être plus longue. Manque de lits et d'argent, pénurie d'effectifs médicaux. Les hôpitaux doivent rationner les chirurgies. Pour obtenir d'opérer 2 jours par semaine, le docteur Ranger doit accepter de travailler pour 2 hôpitaux. Donc, pour avoir une disponibilité opératoire de plus, on se doit de faire des gardes et on se doit de couvrir la chirurgie de garde, c'est-à-dire le soir et la nuit et les fins de semaine. La semaine avant notre rencontre, il avait travaillé 108 heures pour 2 jours de salle d'opération. Rien de bien attirant pour les jeunes médecins qui sortent de nos universités. Opérer 1 jour par semaine, c'est risquer de ne pas pouvoir améliorer leur technique. On a eu une année sur 6 orthopédistes formés à Montréal, 4 sont restés aux États-Unis. C'est une perte énorme. Parce que leur condition de pratique est beaucoup plus intéressante. On leur donnait, peu importe question salariale, mais peu importe ça, on leur donnait du temps opératoire, on leur donnait aucun souci administratif et le médecin pouvait mettre en pratique ce qu'il avait appris. Donc, on nous demande qu'est-ce que vous pouvez nous offrir. On leur dit bien 1 journée par semaine. Alors, ils n'ont pas aucun intérêt, si vous voulez, à venir au Québec. Les médecins au Québec doivent choisir leur camp. Ou bien ils vont au privé et renoncent à soigner des patients du secteur public. À peine une centaine ont fait ce choix. Ou alors, pour tous les autres, c'est le système public et ils ne se font payer qu'avec la carte Soleil. Même chose pour la clientèle. Ou bien on va au privé, du moins là où il existe et on paie de sa poche pour passer immédiatement, ou alors au public, on attend son tour comme tout le monde. Sauf que tout le monde n'est pas égal. La médecine à 2 vitesses existe. La médecine à 2 vitesses est présente. Il ne faut pas se leurrer que si vous êtes une personne qui connaissait du monde dans le système, pour voir un chirurgien, un orthopédiste ou peu importe, si le délai est de 9 mois, bien, il y a un téléphone qui va se faire, puis on va vous le rajouter à votre clinique, etc. Donc, ceci se fait, et ça se fait sur le dos de tout le monde actuellement. Et souvent, ces gens-là sont des gens qui pourraient avoir une certaine aisance financière pour possiblement payer pour la consultation, sans être au détriment de la population en général. Le problème des listes d'attente est généralisé au Canada. L'Institut Fraser calcule depuis plusieurs années le temps médian entre le diagnostic et le traitement. Ce n'est pas une moyenne, mais le point d'équilibre où la moitié des gens attendent moins, l'autre moitié davantage. Eh bien, depuis 1993, la situation se dégrade. De 9,3 semaines, le temps médian est passé à 17,7, toutes spécialités confondues. C'est la chirurgie orthopédique qui affiche le pire résultat. De 19 semaines et demie d'attente, on est passé à 40. Dans les 4 provinces de l'Ouest, c'est autour de 50 semaines. Avec le vieillissement de la population qui s'annonce, la demande va exploser et forcer la recherche d'alternatives. On a 120 d'augmentation pour les prothèses d'hanche en orthopédie et les prothèses de genoux au cours des 20 prochaines années. Les listes d'attente canadiennes, si on regarde le système actuel, vont être de 3 ou 4 ans partout. Ça, ici, avant, ça n'existait pas du tout. Alors ça, ici, c'est le poste des infirmières. La clinique privée du Dr Duval, la seule du genre au Canada, est entièrement dédiée à la chirurgie orthopédique. Elle a ouvert ses portes en 2002. On y compte 18 chambres. On n'a que des chambres privées. Pas parce que les gens disent que c'est des chambres privées, c'est bien, c'est quelque chose de riche. Pas pour des affaires de riches. C'est pour, 1, que le patient puisse se reposer, puis 2, qu'il ne soit pas contaminé par les bactéries des autres. L'hôpital, c'est pour les gens malades. Alors, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on demande à un paquet de gens en bonne santé d'aller se faire soigner
dans une place de gens malades, ce qui est un risque, qui s'expose à des risques. Dans sa clinique, le Dr Duval traite des patients du Québec et de l'extérieur. À lui seul, il opère 3 fois plus que lorsqu'il travaillait dans un hôpital public, soit 500 patients par année. Il pourrait difficilement faire plus. Et comme la demande est plus grande, il est assisté, surprise, par des médecins du secteur public. Des médecins rattachés à des hôpitaux québécois qui ont tout à fait le droit de soigner au privé des patients pourvu qu'ils ne soient pas québécois. Medium 7, c'est ça? J'ai 2 médecins qui travaillent avec moi, qui opèrent les gens des autres provinces. Alors, c'est ce que je fais de plus en plus avec les gens qui viennent de l'extérieur de la province de Québec. Pour les médecins québécois, c'est un revenu supplémentaire et surtout l'occasion d'améliorer leur dextérité en pratiquant leur métier plus qu'une fois par semaine. Les gens viennent ici, profitent de l'expertise de nos médecins. Nos médecins profitent de la venue de ces patients-là pour garder leur expertise. C'est une situation où tout le monde sort gagnant. Surtout que ça ne se fait pas au détriment des patients québécois inscrits sur les listes d'attente. On ne peut pas en dire autant d'une autre pratique méconnue du public, des citoyens d'autres provinces ou même des Américains qui viennent se faire opérer dans nos hôpitaux sans avoir à faire la queue grâce à leurs dollars. Maintenant qu'il a quitté le public, Nicolas Duval se sent libre d'en parler. Oh, bien, je m'en cacherai pas. Moi-même, je l'ai fait énormément. Et on les opère généralement à l'hôpital public. Et donc, au détriment des gens qui sont sur la liste d'attente. Et donc, au détriment des gens qui sont sur la liste d'attente. Ces gens-là court-circuitent la liste d'attente. L'hôpital est généralement très heureux de leur venue parce qu'évidemment, ils apportent de l'argent à l'hôpital. Ils paient généralement le montant de l'hôpital. Fois 2, 3. Généralement, l'hôpital est très content que ces gens-là viennent payer pour leurs soins à l'hôpital. Le ministère de la Santé du Québec ignorait l'existence de cette pratique et ne peut donc pas mesurer son ampleur. Chaque hôpital est libre de s'y adonner ou non et n'a pas de compte à rendre au gouvernement. Mais même si elle est légale, au bureau du ministre, on la juge inacceptable. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont vient tout juste de l'interdire. Du point de vue économique, probablement que ça fait une entrée d'argent à l'hôpital, mais en même temps, c'est un temps dont l'hôpital pourra disposer pour traiter la clientèle qui est en file d'attente à la porte. Et même dans nos règlements du bloc opératoire, que nous avons révisé régulièrement, nous avons mis un item qu'il est interdit de faire de la pratique privée à l'intérieur du bloc opératoire. Ça se fait ailleurs. Ça peut se faire. Si vous l'avez mis dans le règlement, ça doit être qu'il y a eu des cas. Il y en avait. Il y en avait dans certains services, oui. Et c'était légal. Bien, c'est pas illégal, sauf que nous, c'est pas nous, c'est l'hôpital, c'est pas moi, c'est l'hôpital, avec l'acceptation du conseil d'administration, a décidé que nous privilégions les gens qui étaient sur l'assurance maladie plutôt que de privilégier une clientèle privée pour un médecin. Le sujet est tabou. Des médecins nous confirment que plusieurs collègues de différents hôpitaux traitent des cas privés, soit des Canadiens d'autres provinces ou alors des Américains, en priorité contre argent sonnant. La pratique n'est sans doute pas généralisée, elle est aussi légale. Mais est-ce moral? Nous, avec les listes d'attente que nous avons dans tous les services et tous les départements, je pense que le comité de gestion du bloc opératoire a conclu que c'était un peu odieux de privilégier de la clientèle extérieure privée aux dépens des Québécois, qui peuvent attendre plusieurs mois parfois avant de se faire opérer. Celui qui a l'odieux de gérer ça, si on peut dire, c'est le chirurgien. Si le chirurgien opérait comme il se doit, 3 jours par semaine, avec sa salle d'opération, puis un mois d'attente, il n'aurait pas d'odieux. Il ferait juste les opérer. L'odieux est créé artificiellement parce qu'on lui impose 1 journée par semaine et on lui impose 1 an d'attente pour ses opérations. Là, ça devient odieux d'avoir à passer des gens de préférence à d'autres. I heard a lot about you and I decided I must come out and see you. Cette dame est venue de Calgary pour rencontrer le Dr Duval, à la recherche de soins rapides et abordables pour ses clients. We can't give them a better service than what they're already suffering from. Then I think it's not fair to be in the profession at all.
So that's one of the reasons that I went into medical tourism, but with a different concept and a different approach. Elle aide des malades canadiens qui n'en peuvent plus d'attendre à trouver partout dans le monde les meilleures alternatives. Les États-Unis et l'Europe sont trop chers, l'Asie plus abordable, mais éloignée. La clinique de Montréal pourrait être un bon compromis. But if there are other options where you can go and have good quality for a lower price, I think that's definitely the way for the patient to see that. Il y a quelques années, à l'aube de la cinquantaine, Aruna Turairajan était une épave que les médecins n'arrivaient pas à délivrer de sa douleur causée par la nécrose de 2 disques dans sa colonne vertébrale. Comment vous sentiez-vous? Very painful. Je souffrais le martyre. On aurait dit le bossu de Notre-Dame. J'étais complètement désaxée. Je ne pouvais pas marcher plus de 5 minutes sans souffrir. J'ai consulté une foule de médecins pour leur demander de l'aide pour qu'ils me réfèrent à des spécialistes. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils me prescrivaient systématiquement des médicaments contre la douleur. Alors je suis allée voir sur Internet. J'ai su qu'il y avait un médecin au Michigan qui faisait ce genre d'opération, mais cela coûtait au moins 60 000 $ américains. C'est alors que la femme d'origine sri-lankaise prend contact avec un hôpital de New Delhi, en Inde, où l'opération ne lui coûte que 3 000 $ canadiens. Et il n'y a pas d'attente. En quelques jours, son corps est guéri, sa vie transformée. Je n'aime pas ce système de liste d'attente. On est des êtres humains, après tout. On est sur Terre pour une très courte période. Chaque minute est précieuse. Après mon opération, j'étais dans mon lit et je me disais « Merci mon Dieu de m'avoir redonné une vie normale. J'ai maintenant une mission à remplir. Il faut que j'aide tous ceux qui souffrent comme j'ai souffert à obtenir le traitement dont ils ont besoin. » Depuis, elle a créé un site Internet pour aider d'autres Canadiens souffrants, comme elle à l'époque, à se rendre à l'étranger pour se faire soigner au meilleur coût. Les patients sont surpris de constater que le tourisme médical existe, qu'il y a des pays en voie de développement bien plus compétents que le Canada, et ils ont un peu honte de l'admettre. Je n'aime vraiment pas ce terme tiers-monde, mais il faut l'admettre, le tiers-monde, c'est ici. La plus récente mission d'Aruna, aider cet homme de Calgary à sortir de son calvaire. Je n'aime pas dire cela, mais il faut admettre que j'en étais à un point où j'étais prêt à mettre fin à mes jours. Je ne voulais plus continuer à vivre. J'étais au bout du rouleau. Moralement, physiquement, il fallait que je fasse quelque chose. Eugene Wilderman souffrait depuis 2 ans et ne pouvait se résigner à attendre 10 mois de plus pour obtenir une nouvelle hanche. Le citoyen de l'Alberta a donc choisi d'aller se faire soigner en Inde. Je n'avais pas d'autre choix que de prendre le risque et d'y aller. Je ne crois pas que je pourrais conduire tout seul ici. La pauvreté, les mendiants, c'est triste. C'est un véritable choc culturel. Je me disais, est-ce la chose la plus stupide que j'ai faite de ma vie? Mais j'en étais à un point où je ne pouvais plus revenir en arrière, pour n'avoir aucune qualité de vie. Aruna Turairajan l'a accompagnée bénévolement à l'hôpital Apollo de New Delhi, le même où elle a été soignée. 2 jours après son arrivée en Inde, il était opéré. L'opération s'est bien passée. Ils m'ont dit que j'allais marcher à nouveau. Et c'est vrai. Apollo n'est pas un simple hôpital. C'est une gigantesque entreprise cotée en bourse qui compte 37 établissements en Inde et où chaque année, 150 000 patients étrangers se font soigner. C'est un des principaux acteurs d'une tendance qui s'accélère à travers le monde, le tourisme médical.
Ce sont les patients qui se déplacent hors de leurs frontières, souvent pour concilier visite de monuments célèbres et visite chez le médecin. L'Inde espère générer avec cette industrie des revenus de 3 milliards de dollars par année d'ici 2012 en coupant les prix. L'hôpital Apollo, au cœur de la capitale indienne, New Delhi, offre 50 super spécialités, de la chirurgie plastique à la transplantation de moelle osseuse. Mais une des spécialités qui attire le plus la clientèle étrangère, c'est le prix des soins. La différence de prix est énorme. Pour une opération à cœur ouvert aux États-Unis, il faut compter entre 35 000 et 40 000 $ américains. Ici, on demande 5 000 $. La directrice est américaine et l'hôpital de 700 lits a obtenu la certification en vigueur aux États-Unis où la moitié des médecins ont été formés. Mais il offre un service auquel on n'est plus habitué, même dans les meilleurs hôpitaux privés américains. Aux États-Unis, une infirmière s'occupait d'environ 8 ou 9 patients, parfois 10 lorsqu'on manquait de personnel. Ici, c'est une infirmière pour 3 patients. Vous ne vous sentez pas dans un pays du tiers-monde? Non, non, pas du tout, pas du tout. Je crois que peut-être ici, c'est plus luxueux que dans des hôpitaux en Belgique. C'est comme un hôtel de 4 étoiles, quelque chose. Il y a du room service et tout. Et beaucoup de médecins. Oui, beaucoup de médecins. J'avais tellement mal que je n'étais plus moi-même. Quelques jours avant notre rencontre, cette Anglaise devait prendre de fortes doses de morphine à tous les 2 heures. J'étais en larmes tous les matins. Je devais descendre les escaliers sur les fesses parce que je ne pouvais pas marcher. La Grande-Bretagne possède un système public de santé semblable à celui que l'on retrouve au Canada. Sauf qu'en plus, il y a un réseau privé très développé. Pourtant, les listes d'attente sont parmi les pires en Europe. Pour Susan Sargent, cela voulait dire 2 ans d'attente pour une opération à la colonne vertébrale dans le régime public. Au privé, on lui demandait 60 000 $, ce qu'elle ne pouvait se permettre. Ici, en Inde, elle a trouvé la solution pour 10 fois moins cher, sans aucune attente. J'ai été opérée hier matin. Entre mon premier appel téléphonique et l'opération, ça a pris 19 jours. C'est tout simplement incroyable. Au lendemain de son opération, payée par carte de crédit, la voilà sur pied, sans douleur. Certaines personnes en Grande-Bretagne me demandaient « Vous allez dans un pays du tiers-monde pour vous faire opérer ?» Je répondais non. Je quitte le tiers-monde pour aller me faire soigner ailleurs. Et c'est ce que je pense. En Grande-Bretagne, il y a des gens qui ne peuvent plus bouger et doivent utiliser une marchette pour se déplacer en attendant de se faire opérer. Et quand on leur demande pourquoi ils n'utilisent pas leur argent pour aller se faire soigner ailleurs, ils répondent qu'ils veulent garder cet argent pour leurs enfants. Mais au diable les enfants, allez en Inde vous faire opérer au genou, à la hanche et retrouver une vie normale. Celui qui lui a redonné la vie, c'est le docteur Yash Gulati. Le chirurgien orthopédique a été formé en Grande-Bretagne, au Canada et en Allemagne. No, not at all. You want to get up? Or are you tired? No, we can do that now. That's by all means. Barry Peters est un autre de ces patients anglais. L'homme de 58 ans est venu en Inde pour se faire installer une nouvelle hanche et, tant qu'à y être, se faire refaire la dentition. Le tout pour le tiers de ce que ça lui aurait coûté en Grande-Bretagne.
En Grande-Bretagne et au Canada, les listes d'attente sont extrêmement longues. Les Canadiens qui en ont les moyens peuvent facilement aller se faire soigner aux États-Unis, leurs voisins du Sud. Mais pour les Britanniques ou les Canadiens qui ne veulent pas dépenser une fortune, l'Inde représente une option tout à fait acceptable. Mais l'Inde, ce n'est quand même pas le paradis. En plus d'évoquer des images de grande misère humaine et d'hygiène déficiente, le pays a un système juridique complexe, difficilement accessible pour un étranger souhaitant poursuivre un médecin pour faute professionnelle. L'idée d'un recours en Cour suprême pourrait en dissuader plus d'un. De plus en plus de gens se tournent aussi vers la Thaïlande, qui reçoit chaque année 1 million de patients étrangers, donc 6 fois plus qu'en Inde. C'est à Bangkok qu'on retrouve le plus gros hôpital privé au monde en dehors des États-Unis, l'hôpital Bumrungrad. Il est lui aussi dirigé par un Américain. C'est le plus important hôpital international du monde. Sur le million de patients que nous recevons chaque année, 365 000 venaient de l'étranger l'année dernière, ce qui est énorme. On se croirait aux Nations unies. À l'entrée de l'hôpital, aux allures d'hôtel 5 étoiles, on croise des patients venus de 150 pays. Depuis septembre 2001, la Thaïlande est devenue la destination médicale préférée des riches clients du Proche-Orient qui ne se sentent plus bienvenus aux États-Unis ou en Europe. Les Nord-Américains sont aussi nombreux à venir en Thaïlande, attirés par les prix qui sont environ le quart de ceux en vigueur aux États-Unis. L'année dernière, nous avons traité environ 6 000 Canadiens et cette clientèle grossit de 10 environ par an. En 2004, nous avons reçu au total plus de 52 000 Nord-Américains. Bumrungrad est une véritable usine médicale. Ses 19 salles d'opération fonctionnent 24 heures sur 24. Les équipements sont ce qui se fait de plus moderne. On y compte 600 médecins, en tout 3000 employés, dont 85 interprètes qui parlent presque toutes les langues de la planète. Avec ses 550 lits, il est un peu plus petit que le nouvel hôpital projeté pour le CHUM à Montréal. Mais à l'été 2006, lorsque les travaux d'agrandissement seront terminés, la capacité de Bumrungrad va doubler à 6 000 patients par jour, la moitié étrangers. Traitement du cancer ou opération à cœur ouvert, l'hôpital offre toute la gamme des soins disponibles dans les plus grands centres en Occident. Depuis longtemps déjà, la Thaïlande est très courue pour les chirurgies esthétiques. Remodelage du visage, liposuction, augmentation mammaire, les vacances dans ce pays aux infrastructures touristiques bien développées ont des effets raffermissants reconnus. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'hôpital, en soi, a de quoi remonter le moral. Il a été conçu sur le modèle des grands hôtels de luxe. Un café dans le lobby d'entrée, des restaurants japonais, italiens et thaïlandais à la mezzanine, même un McDonald's. En termes de soins, la moitié des médecins ont été formés aux États-Unis. L'hôpital a été le premier en Asie à obtenir la certification américaine, mais il offre aussi la médecine orientale, très recherchée dans le traitement de la douleur. On y pratique des interventions
impossible à obtenir en Amérique. Ce chirurgien orthopédique formé à Chicago, au Canada et en Allemagne vient de remplacer un disque cervical par un implant qui n'est pas encore accepté aux États-Unis sur une patiente américaine. J'ai eu un terrible accident de voiture et je ne pouvais plus travailler. À mon travail, je n'avais ni congé de maladie, ni assurance invalidité, ni aucun avantage social. Je devais à tout prix trouver le moyen de guérir. Susan Moniotte, une Louisianaise spécialiste en informatique, avait pourtant 2 assurances. Une assurance santé, une autre pour les accidents de voiture. Pendant 9 mois, elle était incapable de marcher, mais aucune assurance ne voulait payer l'opération. Pour pouvoir venir ici, j'ai dû hypothéquer ma maison. J'ai dit à la société de prêt hypothécaire, et je m'en excuse, que je voulais faire des rénovations dans ma maison. Ça montre à quel point c'était important. Comme beaucoup, elle a découvert l'hôpital sur Internet. On peut y magasiner le médecin de son choix selon les langues parlées, ses diplômes, son expérience professionnelle, et même entrer directement en contact avec lui. L'hôpital a fait le virage informatique total. Fini les papiers, les radios, les rapports, ce qui permet d'accélérer tout le processus. It seems that it surprised all patients from Europe or from, I could say, from Canada. Every time when I ask them to go to get the X-ray, they say, okay, so when we come back a week later, so no, today, in the next 10 minutes. Yeah. They were all in awe all the time. Feeling better? I am much better. Thanks. Rosalind DeVaubest, une Américaine du Michigan, victime d'un accident d'auto en décembre 2002, en a, elle aussi, long à raconter sur les assurances. La compagnie d'assurance refusait d'assumer les frais de l'opération. Je n'avais pas d'autre choix que de chercher une solution ailleurs. Après 3 ans d'attente et de disputes avec ses assurances, elle est venue se faire enlever un disque en Thaïlande, à ses frais. Elle, qui connaît bien le Canada, puisqu'elle y possède un chalet depuis plusieurs années, estime que le système de santé canadien est supérieur et elle met en garde contre le recours aux assurances privées. Il faut que les Canadiens comprennent à quel point le système d'assurance maladie américain est désastreux. Si vous avez un accident de voiture et que vous n'êtes pas assuré par l'intermédiaire de votre employeur, votre compagnie d'assurance auto ne vous couvre pas. Vous devez assumer les frais médicaux et ensuite poursuivre votre compagnie pour obtenir un remboursement. Je trouve ce système-là injuste pour les malades qui doivent endurer leur souffrance pendant 2, 3 ou 4 ans. Pas facile de se retrouver dans la complexité de nos systèmes de santé. Pour simplifier les choses, on oppose souvent 2 systèmes. Le système d'assurance publique, comme celui qui existe au Canada, à un système d'assurance privée, comme aux États-Unis. Mais il existe d'autres formules qui, ailleurs, donnent de bons résultats, comme un système mixte qui permet à des cliniques privées de soigner des patients, mais dont les coûts sont assumés par le système public. The beginning of 97 was really, I had the pains and I had excruciating pains, you know, suffering, you know. En 1997, Georges Zéliotis n'en pouvait plus d'attendre une nouvelle hanche. Et son hôpital, l'hôpital général de Montréal où il devait être opéré éventuellement, n'en pouvait plus de son insistance. So finally I get a call and it says, Mr. Zéliotis, you're making too much noise. Too much noise. Oh my God, I said, you know, I'm making too much noise. I'm going crazy with my pain and you guys, you know, making a lot of noise. So if you want to have the operation, he says, you better wait until time comes, you know. Shut up. Take a number. Yeah. Bam, down. I went bananas. Il contacte alors le journal de Gazette pour dénoncer la situation et il devient le visage humain des statistiques des listes d'attente.
C'est lui le personnage central de ce qu'on a appelé la cause du docteur Jacques Chaouli, qui cherchait à faire reconnaître devant les tribunaux le droit d'ouvrir un hôpital privé au Québec. M. Zeliotsis, lui, ne voulait qu'une chose, qu'on reconnaisse son droit d'acheter une assurance privée pour s'offrir des soins de santé la prochaine fois que le système public lui fera défaut. You can buy an insurance for your pet, for your dog, for your cat, but you cannot buy an insurance for yourself. How do you say that, Mr. Cedron? That this was the law of Quebec. Après 8 ans de bataille, la Cour suprême du Canada lui a donné raison. Les juges estiment que les listes d'attente sont tellement longues qu'elles menacent le droit à la vie reconnu par la Charte québécoise. The decision of the Supreme Court, it was like a wake-up call. They say to Canadians and the people that they are using the Medicare, there is ways to fix up this regime and make it work. Mais les assurances privées sont-elles la solution au raté du système de santé publique? Plusieurs en doutent, même le plus chaud partisan de la médecine privée, le docteur Duval. Moi, je pense que les assurances personnelles ne nous donneront pas grand-chose, parce que dans les autres pays qui ont déjà de la médecine privée, les assurances personnelles, il n'y a pas beaucoup plus que 8 à 10 % de la population qui puisse la payer, et c'est souvent la population qui est très fortunée. Et cet argent-là amène des profits aux compagnies d'assurance. Sans compter que pour maximiser les profits, les assureurs privés, comme aux États-Unis, ne voudront pas assurer tout le monde. Vous avez 50 ans, vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, vous êtes une arthrite rhumatoïde. Alors, il n'y a pas un assureur pour vouloir assurer ça. Votre prime va coûter une fortune. Les partisans des assurances santé privées rétorquent que la formule injecterait plus d'argent dans le système. Ça permettrait par exemple d'ouvrir des salles d'opération fermées le soir dans les hôpitaux, comme à Maisonneuve-Rosemont, où 13 salles sur 14 ne sont utilisées que 8 heures par jour. Mais la direction de l'hôpital n'y croit pas. C'est clair qu'actuellement, le problème qu'on a, puis encore pour plusieurs années, c'est un problème d'effectifs. Autrement qu'un problème budgétaire. C'est un problème d'effectifs. Alors, demain matin, on en parlait récemment, on aurait 1 million de plus pour faire des chirurgies, plus de chirurgie. On aurait de la difficulté, on n'y parviendrait pas par manque d'effectifs, manque d'infirmières, manque d'anesthésistes, manque de professionnels. Mais le million ça, permet d'engager des infirmières. Oui, mais ils ne sont pas disponibles. Il y a une pénurie d'infirmières actuellement au Québec, une pénurie de professionnels. Alors d'autres estiment qu'il faut permettre aux médecins de travailler à la fois au public et au privé, comme en France, où la majorité des opérations se font dans des cliniques privées. Les structures y sont moins lourdes, estime le docteur Ranger, et la plupart du temps, les soins sont remboursés par le régime public. 70 à 80 des chirurgies pourraient se faire dans des cliniques ou dans des petits hôpitaux, qu'on sorte cette chirurgie-là dans les petits hôpitaux. Ça coûterait beaucoup moins cher et le patient serait certainement aussi bien traité et ça laisserait de la place aux gens qui ont besoin des ressources d'un centre tertiaire pour avoir plus de facilité à être admis. Son patient pense qu'il y trouverait son compte. C'est pas un péché, ça, de prier. C'est pas une maladie. Vous seriez prêt à faire une entente avec le gouvernement du Québec, dire je vous prends 500 patients par année, je vous le fais à 60 % du tarif que je charge à mes clients habituellement? Ou... Tout à fait. Alors, c'est un petit peu la façon dont je pense que le futur va se dessiner pour les cliniques privées, c'est que ça va être un mélange de chirurgie privée et de chirurgie à contrat avec le système public. C'est un modèle qui existe déjà au Canada. L'Alberta l'a adopté, ce qui lui a permis de réduire considérablement ses listes d'attente en orthopédie depuis 1 an. Si vous allez dans le système public et que l'on vous envoie dans une clinique privée, parce que la liste d'attente est moins longue, par exemple, vous êtes automatiquement pris en charge par le régime public. Le patient ne se rend même pas compte qu'il est soigné dans le privé. Le gouvernement albertain rembourse même des soins obtenus à l'étranger. C'est ce qui s'est produit pour Aruna
après sa chirurgie en Inde. J'ai envoyé toutes mes factures de l'hôpital. Et 6 semaines plus tard, exactement, sans que j'aie besoin de rappeler, j'ai reçu un chèque par la poste. De 3 000 $? De 2 250 $, exactement. Mais cette générosité a ses limites. L'Alberta n'a remboursé l'an dernier que le tiers de ceux qui sont allés à l'extérieur pour obtenir une chirurgie orthopédique. Parce que cette procédure est possible ici? Oui. Et les listes d'attente, elles vous semblent raisonnables? On examine de près le bien fondé de chacune des demandes. On juge au cas par cas, selon sa gravité ou la durée d'attente. Eugene Wilderman estime qu'il devrait être remboursé pour son traitement en Inde parce qu'il n'y est allé qu'en dernier recours, lorsque la douleur et la durée d'attente dans le régime public devenaient intolérables. Mais il sait que ce n'est pas gagné d'avance. I do believe that I'm going to have a fight with them. Whether I'll win or not, I don't know. But they're not about to give me any money without me pressuring them. André Pailleur aussi croit que le système public devrait payer pour les opérations faites en clinique privée et qui reviennent, selon lui, beaucoup moins cher que celles pratiquées dans les hôpitaux. On paye assez de taxes au Canada qu'on ne devrait pas avoir à faire ces courbettes-là et puis ces démarches-là. Ça, c'est insultant comme citoyen canadien de ne pas avoir le résultat que tu devrais avoir pour les dollars que tu investis. Une chose est certaine, la population vieillit. Les baby boomers arrivent à l'âge de la retraite et pèseront très lourd sur la demande de services médicaux. Au même moment, les hôpitaux vont se vider de leur personnel. À partir de 2008, toutes les données sont assez claires. Là. On va être face à des départs importants, pour ne pas dire massifs, de professionnels. Mais 2008, c'est à nos portes. C'est inquiétant. Et d'ici là, le système public trouvera-t-il l'argent et le personnel pour faire face à la demande croissante? La solution passe-t-elle en partie par des assurances individuelles ou par une plus grande ouverture à la médecine privée? Ou alors les patients impatients seront-ils de plus en plus nombreux à décrocher du système, poussés à payer de leur propre poche pour se faire soigner ici ou à l'étranger? Et finalement, ce phénomène du tourisme médical est-il une saine alternative, ou plutôt le baromètre de l'échec de notre système de santé?